Quel plaisir de vous retrouver en ce début d'année. Nous sommes à la Grande Arche de la Défense. Vous savez que c'est le dernier étage, pratiquement avant le toit. Nous sommes dans l'endroit où on reçoit les plus grands photographes du monde. Nous allons parler de théâtre pour démarrer cette émission avec Stéphane Brochek. Bonjour Stéphane, je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes le directeur de l'Odéon et nous attendons tous avec beaucoup d'impatience donc une mise en scène d'une des plus célèbres pièces du monde, puisqu'il s'agit de Macbeth. Que va-t-on voir? Ça démarre bientôt. Le 26 janvier, c'est la vraie première pour ce spectacle, qui est mon deuxième spectacle comme directeur du théâtre de l'Odéon, Théâtre de l'Europe. C'est un endroit exceptionnel avec donc une duplication à Berthier, boulevard Berthier à Paris. L'Odéon, c'est effectivement deux salles. Il y a la salle historique du 6e arrondissement avec ses ors et ses rouges. Ouais. Mais on a aussi ce lieu extraordinaire de Berthier où on peut faire des spectacles parfois plus modernes, plus originaux et plus... plein de curiosité. Donc, on a eu Festen qui a triomphé cet automne, mais on va avoir là Saigon, un spectacle d'une jeune femme artiste associée à l'Odéon qui s'appelle Caroline Guillet-Lahaine-Guyenne, qui a fait un magnifique spectacle sur les rapports entre le Vietnam et la France, sur une sorte de fresque historique, et ça va être aussi un grand moment. Donc, c'est le plaisir de diriger un théâtre qui est quand même un théâtre absolument exceptionnel en France. Hein. Pour vous, il y a la Comédie Française, un peu, et l'Odéon, parmi les grands théâtres, en dehors de ceux que vous avez dirigés donc en province. Mais on attend Macbeth, parce qu'évidemment, quand on s'attaque à l'un des monstres du répertoire, on se dit, qu'est-ce que nous mitonne ce cher Stéphane? Shakespeare, ça fait très longtemps que je n'avais pas travaillé dessus, et c'est quand même un des plus grands auteurs de théâtre de tous les temps. Et quand on travaille, quand on rentre dans cette matière incroyable, on a affaire vraiment à la folie humaine, à une exploration, non pas psychologique, mais on va voir toutes les limites de l'humanité. Vraiment, Macbeth, ça se situe sur cette crête de... Ce qu'on peut rappeler l'argument, en gros, entre l'humain et l'inhumain. Oui. Et donc, Macbeth, c'est un général de l'armée écossaise qui gagne la guerre. Enfin, c'est une guerre civile, mais il est plutôt, disons, du côté des forces loyalistes. Il gagne la guerre, il a plein de récompenses. Et sur le chemin du retour, il rencontre 3 sorcières qui lui disent « Toi, tu seras roi ». Et du coup, comme il avait déjà sans doute une grosse ambition et un gros fantasme d'ambition de devenir autre chose qu'un général, il part dans cette folie d'ambition et qui va l'amener vers le crime. Il va tuer le roi qui vient de le nommer, qui vient de le récompenser. Mais il ne le fait pas tout seul, parce que Macbeth... Quand on évoque Macbeth, c'est pas que Macbeth, c'est aussi Lady Macbeth. C'est un couple. C'est une pièce incroyable parce que justement, au centre de la pièce, c'est un couple qui est un couple d'amour très fort. C'est pas, moi, je pense pas que Lady Macbeth, ça soit celle qui manipule Macbeth, la femme forte, l'homme faible. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est comment un couple, dans son amour fou et fusionnel, part dans une logique fantasmatique. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est une pièce où il y a beaucoup de surnaturel, une dimension onirique et fantasmatique qui va se cogner contre la réalité. Stéphane, on parlait tout à l'heure... Polanski, Orson Welles, Kurosawa, plus tous les metteurs en scène de théâtre, tout le monde s'est attaqué à Macbeth. Alors, que fait-on quand on est soi-même un grand metteur en scène? On ignore tout ce qui a existé ou au contraire, on revoit ou on revisite tout ce qui a été fait? En fait, j'ai revu pas mal les films. Ouais. En général, à part Kurosawa, que je trouve extraordinaire, j'ai pas trop aimé les films. J'ai vu quelques mises en scène au théâtre, mais pas tant que ça. C'est une pièce, vous savez que c'est une pièce maudite. On ne doit pas prononcer le nom. Normalement, on dit The Scottish Play, la pièce écossaise, parce que ça se passe en Écosse. Comme il y a des sorcières, du surnaturel, il y a toute une tradition comme quoi la pièce porte malheur. Alors, on y va en touchant du bois, mais en fait, on essaye surtout de
de relire la pièce comme si on l'avait jamais lue. C'est ça, de faire une mise en scène, c'est de relire la pièce et puis qu'est-ce que ça raconte, comment on le raconte, et puis évidemment de la faire résonner avec notre monde. Et puis le monde de Macbeth, c'est un monde plein d'incertitudes sur l'avenir, avec de la barbarie aussi, de l'inhumanité, du bruit, de la fureur. Donc je pense que c'est une pièce qui résonne pas mal avec ce qu'on vit autour. Évidemment, c'est une pièce d'acteurs. Est-ce que les acteurs français, d'abord, qui va jouer? Qui est au cœur de la distribution? Alors, au cœur de la distribution, c'est un jeune acteur sénégalais, enfin d'origine sénégalaise, qui s'appelle Adama Diop, qui est arrivé en France il y a une quinzaine d'années et qui est un magnifique jeune acteur. En fait, c'est aussi, quand je l'ai vu, que je me suis dit, il faut faire Macbeth avec lui. Et puis, il est accompagné par une magnifique actrice qui s'appelle Chloé Réjon. Et donc, dans une troupe qui fait à peu près 12 personnes, on a ce couple assez qui, je pense qu'ils vont emporter le morceau. Bon, on vous le souhaite en tout cas, ça démarre bientôt. Je rappelle que vous dirigez donc le théâtre de l'Odéon et nous sommes ravis de vous avoir accueilli pour présenter ce Macbeth qui est toujours effectivement un événement, fût-ce un événement sulfureux. Mais c'est bien et c'est important de montrer les grands textes et de les défendre grâce à vous. Merci Stéphane d'être venu nous voir. Juste en haut, justement, de cette grande arche de la Défense. Voici le sommaire de l'émission, les chroniqueurs dans un instant. Le roman qui a remporté le prix Goncourt des lycéens, que l'on doit à l'écrivaine Alice Zéniter, sera l'objet de notre premier débat de l'année et il fait l'unanimité. Le thème suivant sera beaucoup plus polémique puisqu'il s'agit du retour de Bertrand Cantat avec un nouvel album qui divise autant que son auteur. Et enfin, nous parlerons de Cirque Africa 3, la nouvelle production du Cirque Phoenix qui est allé chercher en Afrique des nouveaux artistes talentueux. Et comme chaque semaine, le Zap Culture nous offrira un tour du monde de l'actu culturelle francophone. C'est parti pour un nouveau numéro de 300 millions de critiques. Voilà le sommaire et voici les camarades avec qui nous allons participer à cette émission que vous connaissez tous, bien évidemment. Yves Bigot, le bien-aimé patron de TV5 Monde, mon cher Yves, bonjour. Estelle Martin, qui représente notre chaîne TV5 Monde. Michel Serruti, nous allons changer un petit peu d'univers qui lui est là pour la radio-télévision suisse, que vous connaissez. Laura Tenucci avec nous pour parler de web et de culture. Bonjour. Ma chère Laura, bonjour. Mon cher Michel, bonjour. Et enfin, Catherine Pépin, qui a traversé l'Atlantique et qui travaille à Radio-Canada et qui nous a rejoint. Je suis ravi de vous accueillir. Ne vous inquiétez pas, c'est aussi agréable que chez le dentiste, ça va bien en se passer. moins long. Le mois de janvier a un avantage considérable, c'est que c'est le moment où on reçoit les vœux. Comme ça, on a 11 mois pour qu'ils ne se réalisent pas. Donc, tous mes vœux, évidemment, vous qui regardez TV5 Monde. Nous allons commencer cette émission avec le roman qui a remporté le prix Goncourt des lycéens. Il s'agit de L'Art de perdre de l'écrivain, donc, ou de l'écrivaine Alice Zéniter. C'est un roman sur l'identité et Alice Zéniter s'explique avec le gigantesque Simone. Naïma, quand l'histoire commence, finalement, c'est donc une histoire qu'elle ne connaît pas puisqu'on lui a légué surtout des silences. C'est une histoire qui, a priori, ne l'intéresse pas jusqu'à ce qu'elle rencontre Lala, qui est un vieux peintre algérien et qui, lui, va commencer à lui parler de l'Algérie qu'il a connue, de l'Algérie de sa jeunesse, de l'Algérie aussi de la création artistique, de la rébellion. Et Naïma, à ce moment-là, va réaliser que ce qu'elle a appelé l'Algérie, finalement, c'est l'appartement de sa grand-mère et qu'elle n'a aucune idée de ce pays réel dont elle pense pourtant venir. Oui, et à la limite, pourquoi aurait-elle envie de savoir? Pourquoi on a besoin de savoir? Alors, elle pense que justement on n'est pas obligé de savoir. Pour Naïma, cette injonction qui est « dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es », c'est quelque chose qu'elle trouve ridicule. Et en même temps, elle ne peut pas s'empêcher de penser que chacun a un droit à l'histoire, que pour pouvoir refuser d'être déterminé par une histoire, il faut d'abord la connaître, parce qu'on ne peut pas refuser quelque chose auquel on n'a pas accès. Et elle a l'impression que justement elle n'a pas droit à l'histoire, puisque ceux qu'on a appelés les harkis ont été gommés, ont été bâillonnés, et que d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée, personne n'a laissé la parole à ces dizaines de milliers d'hommes que le destin a brinque-ballé d'une rive à l'autre et qui se sont tués ensuite. Voilà, c'est avec Estelle Martin que nous parlons d'Alice Zéniter, un livre que nous aviez déjà recommandé lors d'une précédente émission. Oui, c'était pour la rentrée. C'était pour la rentrée littéraire parce qu'il y avait eu beaucoup de romans qui abordaient l'Algérie, qui, comme vous le savez, est un thème qui est assez difficile en France, toujours très sensible. Et là, Alice Zéniter, elle nous parle c'est une saga familiale
Portugal. Elle l'avait déjà fait pour Sombre Dimanche, où là, c'était une saga en Hongrie, qui se passe en Hongrie. Là, donc, c'est vraiment 3 générations. Donc, vous l'avez dit, le grand-père qui devient harki, malgré lui, presque. Et ça qui est intéressant, c'est que l'art de perdre, en fait, c'est redonner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Parce que les harkis, on n'en parle pas, ce sont les traîtres, les collabos. Alors maintenant, c'est interdit de dire ça, on ne dit plus ça, mais quand même, il y a cette image, cette mauvaise image. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est le souffle romanesque. Et c'est aussi qu'elle nous parle de gens qui n'avaient pas la parole. Et cette histoire, elle la connaît bien, puisque c'est son histoire, c'est l'histoire de son grand-père. Ils sont arrivés en Normandie, elle-même est née à Alençon. Il parle de Flair, il se trouve que je connais Flair. Et c'est vrai que ça doit être assez traumatisant pour des Kabyles. Au début, tout commence vraiment dans l'opulence. Ali, il est vraiment, c'est un notable. Et il y a la guerre d'Algérie qui arrive. Et là, ils se retrouvent parqués dans le sud de la France. Après, ils arrivent donc à Flair. C'est vraiment, comme vous l'avez dit, un roman sur l'identité. Et c'est intéressant que les lycéens le donnent. Non, mais que les lycéens décernent leur Goncourt. C'est-à-dire que l'histoire les intéresse. Et je trouve que ça pose la question de comment maintenant l'histoire est récupérée par la littérature. Plus que peut-être par les historiens. On l'a vu avec le Goncourt, l'ordre du jour. Là, on le voit avec l'art de perdre. Je trouve que c'est intéressant. J'ai l'impression que les écrivains s'emparent de cette matière. Est-ce que ce livre a traversé l'Atlantique, Catherine? Oui, tout à fait. Il connaît un très beau succès au Québec. Et je me suis demandé justement pourquoi les jeunes ont aimé ce roman, pourquoi il a remporté le Goncourt des lycéens. Et je suppose qu'une partie de la réponse tient du fait que cette Aïcha, donc cette jeune femme moderne qui travaille dans une galerie d'art, c'est un peu eux, c'est un peu l'amie, la copine, la voisine. Dans le fond, l'histoire de l'Algérie, effectivement, nous est très peu racontée, très mal racontée en France comme au Québec, alors que les Algériens constituent une grande communauté aussi au Québec. L'Algérie est, je crois, le 5e ou le 6e pays de provenance des nouveaux arrivants. Donc, il y a une grande communauté d'Algériens et nous connaissons finalement assez peu leur histoire. Voilà, c'est une saga. Les sagas, ça marche toujours. Est-ce que vous avez aimé? C'est un livre, moi, qui m'a permis... Alors, je trouve qu'il a 3 qualités. C'est un roman, alors, c'est une formidable leçon d'histoire, parce que l'histoire de l'Algérie, notamment vue par les harkis, on la connaît peu, mal, voire pas du tout, parce que c'est un passé qui est traumatisant, qui est sensible, qui est honteux, donc on l'a caché. En France, mais évidemment, au-delà de la France aussi, en Suisse en particulier. C'est un roman aussi, je trouve, qui est intéressant et qui est très actuel sur la perte d'identité. Ou sur le traumatisme du changement de vie. Parce que finalement, comme vous l'expliquiez, Ali, la famille d'Ali fait partie des notables, et puis du jour au lendemain se retrouve avec rien. Aujourd'hui, par les temps qui courent, on sait pas... Oui, il a fait fortune, lui, comme berbère, donc en pressant des olives. Des olives, voilà. Le fils s'en va et la fille travaille dans une galerie d'art contemporain. Alors ça, c'est pour la suite de l'histoire, effectivement. Mais au moment où il y a le passage, où il y a l'arrivée en France, effectivement, ils n'ont plus rien, il faut se reconstruire. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une modernité par rapport au temps, on va dire, un petit peu difficile dans lesquels on peut vivre, où soudain on a l'impression que tout peut basculer d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, c'est peut-être plus le cas maintenant qu'à une certaine époque. Donc on peut endosser d'une certaine manière ou s'incarner dans le personnage. Et puis la troisième force de ce livre, finalement aussi, alors il y a le roman historique, il y a la partie de la perte d'identité, puis il y a aussi la dernière partie qui est finalement une sorte de quête de liberté, d'affirmation de soi, de création de soi-même. Alors sur la qualité littéraire, si je peux me permettre d'être un poil critique, je trouve qu'effectivement... On va voir avec Laura justement ce qu'en pense le web, oui. La première partie, la partie qui est purement en Algérie, qui raconte la vie algérienne, je trouve qu'il y a un vrai souffle littéraire qui a tendance, paradoxalement, un peu à s'essouffler, notamment dans la partie du milieu, qui est très documentée, mais qui est presque de l'ordre d'une thèse... saga, quoi. Tout le monde n'est pas Tolstoï. Oui, d'une thèse, je ne sais pas, universitaire, plus que d'un roman. À un moment donné, ça n'enlève rien à la qualité intrinsèque du livre, mais c'est vrai que je trouve la qualité littéraire de l'écriture, enfin vraiment, elle est inégale sur la longueur de 500 pages. Ben, le web a un avis plutôt très favorable. Il faut vraiment rechercher 1 ou 2 mauvais commentaires. Et qui parle le mieux d'Ali Zénitaire, finalement, c'est les bookstagrammeuses. Alors, vous connaissez le réseau Instagram, dont le principe est de poster une photo. Eh bien, un nouveau phénomène depuis quelques mois, ce sont les bookstagrammeuses qui vous donnent des conseils de lecture, qui photographient la couverture
du livre qu'elles ont apprécié, mais pas uniquement, qui postent aussi des commentaires. Et elles sont toutes séduites par Alice Zéniter. Elles disent que c'est le livre à lire. On retrouve plein de photos de la couverture du livre et de commentaires sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Après, les booktubeuses, parce que les booktubeuses existaient aussi, enfin, existent toujours, et elles recommandent un peu moins Alice Zéniter que les bookstagrammeuses, voilà, à retenir. Elle va être juste là, parce que là, ça m'intrigue, c'est-à-dire que Instagram, c'est quand même la photographie, donc pas vraiment le commentaire. Ou... Il y a un petit bout de texte. Alors, c'est vraiment... alors c'est très l'avantage minimaliste. d'Instagram, c'est que par rapport à Twitter, on n'est pas limité en nombre de caractères. Donc, sous la photo, on a quand même un gros Mais est-ce que pavé. c'est sérieux tout ça? Elles Laura. sont reconnues par certaines critiques littéraires. Oui. Elles sont suivies. Il y a des comptes qui sont estampillés et reconnus par des critiques littéraires qui les suivent également. Guillaume, simplement une chose, hein, notamment, alors rapidement, d'abord, il y a quelque chose de très frappant, c'est que les prix littéraires sont maintenant des gens très jeunes. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 2-3 ans, où on avait des prix littéraires un peu qu'en fin de carrière. Là maintenant, on le voit de plus en plus, des premiers, deuxième, troisième, quatrième romans de gens qui ont... Exactement. D'autre part, on voit que la littérature, alors, maghrébine ou d'origine maghrébine... Kamel Daoud. Kamel Daoud, Leila Slimani, etc. Voilà, est en pleine explosion. Et pour une raison passionnante, c'est qu'en fait, ça nous raconte enfin une histoire qu'on a voulu cacher derrière des algécos pendant des années, et en les envoyant de l'autre côté de nos périphériques, quelles que soient les grandes villes françaises. Et le troisième élément, c'est le Goncourt des lycéens. C'est très intéressant. Alors, en dehors du fait qu'elle était aussi en course, Alice Zéniter, pour le Goncourt, mais si vous regardez un peu la liste du Goncourt des lycéens depuis 1988, parmi les gens qui ont été récompensés, vous avez Éric Orsena, vous avez Makin, Laurent Godet, Nancy Houston, Joël Dicker. Et Gaël Faye l'année dernière. Voilà, David Frankinos, Gaël Faye. Oui, Gaël Faye qui parlait aussi. Delphine Prévigan, etc. Non, mais donc, c'est pas le prix donné par des jeunes à des romans qui n'ont un écho que pour la jeunesse. En fait, c'est un Goncourt alternatif, mais qui a le même, je dirais, le même niveau et la même valeur que le Goncourt. Oui, puis voilà, je voudrais terminer par un... Je suis monsieur pessimiste aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. C'est une phase, mais ça démarre comme ça. Puis après, nous serons dans la gaieté, je jetterai mes chaussures, je m'arracherai ma chemise. Vous avez vu peut-être il y a 3 semaines, donc avant les vacances en gros dans le Figaro, que depuis la rentrée littéraire, il n'y a que 5 livres en France donc, qui se sont vendus à plus de 80 000 exemplaires, ce qui n'est jamais arrivé depuis des années. Par exemple, le Goncourt a beaucoup de mal à franchir la barre des 200 000 exemplaires, alors que d'habitude, c'est 400 000 au minimum. Je ne parle même pas de Marguerite Duras, qui a passé la barre du million. Les Bienveillantes, qui parlaient aussi du nazisme, par exemple, a explosé les compteurs. Alors que là, donc, il y a un vrai... Oui, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une saturation de ces sujets ? Non, mais c'est pas simplement le Goncourt, là, c'est l'ensemble. Il y a une crise de la librairie à cause du web, à cause des écrans, etc., qui est sans précédent, d'où l'intérêt que nous défendions la littérature sur l'antenne de TV5 Monde, et que nous défendions aussi celle qui la commente sur les réseaux sociaux, parce que Laura, tout d'un coup, a cru que c'était une attaque personnelle. Et juste pour vous dire, c'est quand même intéressant. Alors, malheureusement, vous avez l'air de dire qu'on lit beaucoup moins, mais moi, je trouve intéressant que les lycéens s'intéressent à des sujets aussi. On parlait de Gaël Faye, lui parlait vraiment du Rwanda, du génocide. Là, on parle des harkis. Encore une fois, c'était une histoire qui est passée sous silence. Et puis aussi, elle aborde le fait d'avoir une tête d'arabe en France. Comment c'est un livre sur l'altérité, sur l'autre. C'est-à-dire, c'est compliqué. Alors, on est un traître du côté de l'Algérie, on est mal vu du côté français, et je trouve ça quand même... Alors, bon, j'espère, en tout cas, je suis optimiste, parce que je me dis que les jeunes, ce sont des thèmes qui les intéressent, peut-être aussi parce qu'ils se reconnaissent. L'histoire de l'Algérie, elle n'a pas été extrêmement bien racontée dans les manuels d'histoire, et on en parle finalement peu. Ça appelle ça un euphémisme. Et c'est moi qu'on puisse dire, et bien justement, et les jeunes sont... Plus depuis un certain temps. Voilà, mais non, mais évidemment, et donc c'est bien que des jeunes, parce qu'elle a 31 ans, Alice Zéniter, 32, enfin 31-32, elle s'empare de cette question, les jeunes sont intéressés,
nous-mêmes, ça nous intéresse évidemment. Donc c'est bien que la littérature, que l'art en général s'empare de ces questions pour qu'il soit au courant. Lui aussi s'intéresse au parcours migratoire dans un registre totalement différent, puisqu'il y a une chanson qu'il est consacrée entièrement dans son album. Ce nouvel album, donc celui de Bertrand Cantat, un retour qui fait polémique, car Bertrand Cantat, vous le savez maintenant depuis des semaines, a sorti ce fameux album, a fait la une des Inrocks, ça a défrayé la chronique. Beaucoup considèrent qu'il ferait mieux de rester dans son coin, peut-être de faire des albums et éventuellement de faire de la scène, mais de ne pas donner d'interview, de ne pas faire parler de lui, qui a été condamné, vous vous souvenez, pour homicide involontaire après la mort de sa compagne, la comédienne Marie Trintignant. Il y a donc à la fois un album et une énorme polémique. Voilà, et donc dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle L'Angleterre, que nous allons immédiatement donc écouter, un extrait en tout cas de cette chanson, dans laquelle Cantat conteste la volonté des migrants d'aller en Angleterre. Comment se sortir du traité? Ils ont plus d'un trou dans leur manche. Ils vont bien trouver le moyen de t'embaucher pour moins que rien. Tu pourras y aller enfin. Tu pourras franchir le Channel. Tu verras le bout du tunnel. L'Angleterre, mon petit frère, et il n'y a rien à y faire. Voilà une dizaine de titres. L'album s'appelle Amor Fati et voici l'Angleterre, donc qui a été le premier single avec Cantat. Il y a deux questions. Faut-il qu'il chante? Faut-il qu'il se montre? La deuxième question, c'est au fond de savoir si cet album est bon ou pas. Yves? On s'en fout de savoir si l'album est bon ou pas. La question, elle est autour de quid de Bertrand Cantat. Alors c'est vrai que c'est la couve des Inrecuptibles qui a déclenché la polémique. Parce que, d'un seul coup, c'est lui donner la parole et le mettre en majesté, indépendamment de la situation. Et donc, c'est évidemment choquant pour un certain nombre de gens qui disent, alors certes, il a payé sa dette à la société. Puisque il ferait bien de rester discret dans son coin. Voilà, il a fait les années de prison auxquelles il a été condamné après l'affaire de Vilnius que vous avez rappelé, Guillaume. Mais la question, après, c'est une question, d'une certaine façon, de décence, en réalité. Donc, qu'il fasse un album qui, très franchement, est plutôt moyen, il y a 2 bons morceaux, le reste est assez banal, et c'est du sous-Noir Désir. Voilà, pour résumer, qui était par ailleurs un très bon groupe. Moi, Bertrand, je le connaissais franchement assez bien, c'était quelqu'un avec qui on avait un commerce tout à fait agréable pendant des années, mais il s'est passé un événement qui n'est pas neutre, évidemment, dans la carrière d'un artiste. Et qui, semble-t-il, n'est pas un événement solitaire. Alors, exactement. Parce qu'il y a eu une enquête du Point qu'il a contestée, montrant que c'était un type qui avait quand même l'habitude de taper sur les dames. Oui, mais alors après, attendez... Tout à fait, il y a cette question... Pardon, Estelle, mais effectivement, il y a cette question. C'est-à-dire qu'on est là au cœur de quelque chose qui est un véritable drame. Alors pour lui, évidemment, aussi, il ne faut pas enlever cet aspect-là. Mais donc, déjà, même retenons l'homicide involontaire. Donc, mais déjà, il tue sa compagne Marie Trintignant lors du tournage de Colette, fiction pour France 2 à Vilnius. Et après sa sortie de prison, donc sa femme, Christina Radi, donc, qui est hongroise, qu'il a rencontrée à Budapest, à l'Institut français de Budapest, qui avait organisé une tournée de Noir Désir dans le pays. Et donc,
leur relation. Alors elle, évidemment, a un autre compagnon entre-temps. On ne sait pas ce qui se joue là, mais en tous les cas, il y a un certain nombre de témoignages, notamment des parents de Christina, voilà, disant que donc, la relation en fait, est devenue... C'est l'affaire elle-même qui est intéressante, beaucoup plus que l'album qui est sorti. Non mais oui, bien sûr, Guillaume, parce que forcément, ça colore la situation. Donc pour tous ceux qui nous regardent et qui ne le savent pas nécessairement, donc Christina Radi, mère de ses enfants, s'est pendue. Oui, je l'ai dit. Donc, double drame. Non mais donc 2 morts de donc vous faites compagnes. partie des gens qui considèrent que ça devrait appeler une certaine discrétion. Alors, c'est juste ce que je dis. Et on donne la parole à tout le monde. Voilà, mais simplement la question est qu'est-ce qu'on fait quand on est un artiste et que le destin, amor fati, aime ton destin, ta destinée. C'est le titre de l'album. Voilà, vous met ça sur les épaules. Alors, que vous fassiez un album, que vous vous exprimiez, voire même que vous ayez besoin de gagner votre vie, ça, c'est normal. Et encore une fois, il a payé sa dette à la société. Donc ça, c'est éradiqué. La question, encore une fois, c'est celle de la décence. C'est est-ce qu'il est normal qu'il se mette à donner des leçons aux autres? On va passer par les réseaux sociaux. Il faut que je termine. Guillaume, pardon, le sujet est trop délicat. Je suis obligé de terminer là-dessus. Ou alors vous vous effacez tout et vous vous mettez à parler d'autre chose. Mais la question, c'est quand on a vécu ce double drame, pour lequel on est malgré tout plus que suspecté, c'est-à-dire condamné dans un cas et suspecté dans le second. Ben, est-ce que la décence ne voudrait pas que, indépendamment du fait que vous enregistriez un album, etc., c'est vous ne disparaissiez pas pour aller faire de l'humanitaire en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, etc., de manière, si vous voulez, à d'une certaine façon donner le sentiment à la fois de ne pas continuer à bénéficier de votre notoriété antérieure ou nouvelle et entachée, et que d'une certaine façon, vous ne passiez pas par cette période souterraine avant éventuellement de revenir en donnant le sentiment que vous avez fait quelque chose pour vous racheter vis-à-vis de l'humanité. Moi, c'est mon sentiment, je dis ça, et je pense avoir une petite crédibilité pour le dire, de par justement la relation assez affectueuse que j'avais avec Bertrand et les autres Noirs Désirs. D'ailleurs, le groupe a explosé après sa sortie de prison. Ce qui est aussi un indicateur sur le fait que les choses n'allaient pas bien entre eux, puisqu'ils étaient les plus informés de la réalité de la situation, ces 3 partenaires. Laura Tenucci, que dit le web sur ce sujet? Il y a beaucoup de petits Yves Bigot sur Internet qui disent les mêmes choses, notamment sur Twitter, parce que c'est sur Twitter qu'on a la liberté d'expression, donc beaucoup d'internautes s'insurgent. Et parallèlement à ça, forcément, on sort un nouveau disque. La maison de disques est obligée de créer un compte Facebook officiel, de créer un compte Instagram officiel. Et là, je me dis chapeau, parce que sur ces comptes-là qui sont pas tenus par Bertrand Cantat, mais c'est bien expliqué par la production, il y a très peu de commentaires négatifs. Donc je me dis, ils doivent avoir quand même un budget veille assez conséquent, parce que j'ai retrouvé 2 commentaires et négatifs, c'est oui, quand même, c'est un peu honteux de voir Bertrand Cantat revenir. C'est deux commentaires très légers, et sinon c'est que vraiment on est content de le voir. Donc je me dis, tiens, il y a un web à 2 vitesses, il y a la production qui a mis les moyens pour ne pas laisser la place aux commentaires, et il y a Twitter qui parallèlement s'en donne à cœur joie et s'exprime et dit voilà à quel point c'est honteux de voir en effet cette médiatisation, et la couverture des Inrecuptibles a fait beaucoup parler sur Twitter. C'est compliqué, en fait, parce qu'on a l'impression, avec Bertrand Cantat, qu'il faut être pour ou contre, et qu'il faut soit... moi, je trouve que, bon, effectivement, peut-être que la couverture des Inrecuptibles était peut-être effectivement trop, mais je trouve qu'il y a une certaine... peut-être, Estelle. Oui, mais peut-être... Alors après, moi, c'est pas à moi de juger ou pas, mais moi, je ne suis pas jugée partie dans cette histoire. Moi, je ne connaissais pas Bertrand Cantat, il se trouve que j'aimais beaucoup Noir Désir.
j'étais une fan de Noir Désir. Et que, oui, j'aimais bien le rock bordelais. Et il se trouve qu'effectivement, mais il a purgé sa peine. Pourquoi il devrait être soumis au silence? Je trouve pas qu'il ait un retour tonitruant. Il fait un album, il en appelle à Nietzsche, justement, l'amour du destin, le destiné. Après, moi, encore une fois, mais il essaye de... Pourquoi un artiste n'aurait pas le droit d'exister? Parce que, effectivement... Mais à chaque fois, en même temps, voilà. C'est-à-dire qu'après, comme vous l'avez dit, il peut sortir n'importe quel album, de toute façon, il y aura toujours l'affaire, il y aura toujours cette histoire. Mais si, avant la sortie de l'album, paf, l'article du Point, avec les soi-disant révélations. Après, les membres du groupe ont dû monter au fond. Comme Cluzet, Kolinka, qui considèrent qu'ils se comportent d'une manière totalement anormale. C'est-à-dire que c'est d'une certaine manière ce que disent les gens qui sont victimes dans cette affaire, car il y a des victimes dans cette affaire, et qui sont d'une décence totale, considèrent que tout ça est totalement anormal. Non, ce qui est intéressant aussi, ce que je voulais dire, ce qui est absolument anormal, qu'il soit avec son consentement ou avec le consentement de la presse rock sur le devant de la scène. On lui demande de rester tranquillement dans son coin. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est de voir, c'est-à-dire que c'est ce qui a beaucoup été écrit à l'époque, à quel point la presse rock a toujours aimé les bad boys, finalement, a toujours été compatissante, voire presque compréhensive avec l'attitude de Cantat. C'est-à-dire que les personnages du rock qui sortent de la norme, y compris quand ils vont jusqu'au bout du bout, finalement, on met quand même quelques mois à les excuser. Enfin, les un-rock ont reculé, se sont excusés. Il y a quand même eu un pas de côté à ce moment-là. Mais je trouve que la question qui se pose mais c'était trop tard. aussi... C'était trop tard. Trop tard, effectivement. Parce que, franchement, elle est juste putassière, cette couverture. Oui, c'est bien juste sûr. pour vendre des journaux. Mais la question qui se pose aussi, c'est quel type de chanson peut-il bien écrire après ça? Alors, on a affaire à un homme totalement piégé, finalement, parce que s'il écrit des chansons sur ce qu'il a vécu, vous parliez de décence, c'est totalement indécent. Or, il s'y frotte mais toi, pour t'aimer, il peu. fallait être dingue à s'en faire sauter la carlingue. Exactement. Bon. Et l'autre thème sur lequel il peut déblatérer, écrire, c'est la marche du monde. Et là, il se pose en moralisateur il explique citoyen. aux migrants que c'est pas la peine d'aller en Angleterre parce que c'est le pays de Margaret Thatcher. Est-ce que c'est vers lui qu'on a envie de se tourner? Faire ça, toutes les chansons sur les migrants, c'est un petit peu ça. Même Amadou et Mariam, excusez-moi, on en a parlé il n'y a pas longtemps. C'était le propos. C'était le propos. Il y a un aspect moraliste et non pas moral sur ce point de vue dont il est fondamentalement forcément décrédibilisé. Si vous me dites que les migrants n'aillent pas en Angleterre parce que c'est le pays de Margaret Thatcher, ok, mais que Cantat le dit, ça paraît plus compliqué aujourd'hui. Moi, je voudrais dire simplement un mot sur le disque, parce que c'est vrai que c'est ce que je trouve paradoxal chez ce type, dont je n'ai jamais aimé la musique, que ce soit la sienne ou celle de Noir Désir, c'est qu'il a quand même une sorte de charisme. On a beaucoup parlé de Jim Morrison, qui était évidemment incontestable. En même temps, pour moi, c'est le prototype de la poésie bidon. C'est-à-dire qu'avec lui, les pluies sont toujours diluviennes. D'ailleurs, il y a un titre qui s'appelle « Les pluies diluviennes ». C'est-à-dire que dès qu'il avance une manière de comparer les choses, etc., on tombe toujours dans le truc exacerbé. Enfin, la pluie n'est pas toujours... Enfin, quand on essaye de faire dans la poésie, ce qu'il essaye de faire, puisqu'on parlait des Doors, justement, on n'est pas obligé de tomber dans le cliché. Sa grande inspiration. Voilà. Alors, c'est pour ça, c'était le bémol musical. Alors, je suis obligé de partager... Enfin, pas je suis obligé, je le fais très volontiers, mais je partage ce que Guillaume vient de dire. C'est vrai que Noir Désir n'a jamais été un groupe qui, personnellement, m'a beaucoup touché. En revanche, ce que vous dites, Estelle, moi, je ne vois pas comme ça. On n'est pas en train de lui interdire la parole. Je crois que ce qu'expliquait Yves est pertinent. Il y a une marge entre faire les albums, donner les concerts, et puis se poser à nouveau en personnage véritablement public et assumer cette posture-là. Elle est d'autant plus incompatible, je ne dis même pas difficile, elle est incompatible aujourd'hui pour quelqu'un comme Cantat, parce que sa carrière, il l'a bâtie en affichant, en défendant les faibles. À l'homme de gauche, quoi. Voilà. Alors, on est dans un système judiciaire qui est celui qu'on connaît, c'est-à-dire que vous faites une connerie, vous êtes jugé, vous purgez une peine, vous êtes ensuite réintégré dans la société, donc on ne va pas jeter le système judiciaire dans lequel on est et avec lequel on fonctionne. On n'a pas le droit de contester une décision de justice. Mais tout à fait. Il y a des tas d'artistes qui ont travaillé avec lui. Sa peine. Il y a Wajdi Mouawad qui a travaillé avec lui. Mais non, mais juste pour un petit peu, Amadou et Mariam ont enregistré un disque avec lui. Il a les groupes de Détroit. Mais c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Après,
où est le droit de la rédemption aussi? Mais bien sûr, Il y a mais une il a le rédemption droit de faire des possible ou pas? albums, c'est pas le problème. Il a le droit de faire des albums, absolument. Alors Il a le qu'il droit n'a de pas le donner droit de des faire concerts. Pardon? Alors qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire? Il a le droit de faire des albums, il a le droit de donner des concerts, mais par contre, il n'est pas en position et en situation de donner des leçons de morale aux autres. Voilà, c'est ça. Et notamment des leçons de morale politique, et notamment on a le droit, au nom d'un militantisme de gauche qui devrait incorporer justement la vénération des femmes et leur situation dans la société d'aujourd'hui qui est compliquée, et non pas en les tabassant au minimum. Donc si vous voulez, l'homme de gauche qui tabasse... Attention, j'ai jamais dit ça. Oui. Dans ses chansons, il parle du destin, il parle effectivement à mots couverts de l'histoire, il parle aussi de ce qu'il a toujours critiqué, la société de consommation. C'est vrai que c'est moins... Enfin, Estelle, je ne vais pas dire que c'est moins bien, mais il reprend des thèmes qu'il a toujours pris. Je ne vois pas où il donne des leçons de morale Estelle, par rapport à Angleterre. Il y a d'autres artistes. Estelle, on va le faire rapidement. Il a le droit de faire des disques, il a le droit de donner des concerts, il n'y a pas de problème. Simplement, il n'est plus du tout crédible par rapport au discours qu'il a par son passé. Et ensuite, la dernière chose pour moi, c'est celle-là. On a le droit de ne pas écouter Quentin. Bien sûr. Donc à chacun de le faire. Moi, je n'ai pas écouté son album. J'ai pris la décision de ne pas écouter son album simplement parce que je ne peux pas écouter son album aujourd'hui pour des questions qui sont émotionnelles. On ne va pas voir Paul Gauguin parce qu'il était pédophile. Enfin, il y a un moment, il y a aussi ça pose des tas de questions. Ça n'a aucun rapport. On pourrait se poser la question. Non, je suis désolée parce que cette question, justement, la conservatrice de musée me le disait. Voilà, aujourd'hui, c'est des questions qu'on se pose alors qu'il y a 10 ans, on ne se les posait pas. Le problème de Bernard Quentin, si je peux me permettre, par rapport à des gens, parce qu'il y a eu des artistes par le passé qui ont eu des relations sulfureuses ou qui ont eu maille à partir avec la justice. William Burroughs a tué sa femme accidentellement. Sid Vicious, on le soupçonne d'avoir tué sa compagne, Céline. Alors pour d'autres raisons, on n'est pas dans le meurtre, on est dans le Jean Genet qui est le condamné à mort. Voilà. Maintenant, le problème de Quentin, c'est qu'on est dans la chanson. Donc on est dans un rapport qui est immédiat, qui est incarné, qui est premier. Il n'y a pas le filtre de l'écriture. Il n'y a pas un auteur qui écrit un bouquin et dont on lit le bouquin et dont éventuellement on peut dissocier l'œuvre du personnage de manière plus facile. Là, on a un type qui incarne quelque chose, et en plus qui incarne des valeurs, qui s'est créé une identité artistique sur des valeurs qu'il défend dans ses chansons depuis tout le temps, et qu'il a bafoué, manifestement, dans sa vie privée. Donc aujourd'hui, écouter ce type, voir cette personne, c'est nous mettre face à nos propres contradictions, et à ses propres contradictions, et ça rend la chose d'autant plus compliquée pour lui. Je trouve. Catherine. Oui, simplement rappeler que la première fois que s'est posée la question de la réhabilitation, la réintégration de Bertrand Cantat dans la vie artistique, ça s'est passé au Québec. C'était en 2011, donc à quelques mois à peine après sa sortie de prison, la fin de son contrôle judiciaire, c'est lorsque Wajdi Mouawad, justement, a fait appel à lui pour qu'il compose les chœurs de sa trilogie autour de Sophocle, des femmes. Ça a créé évidemment un tollé immense. La directrice du théâtre du Nouveau Monde avait beaucoup de mal à défendre le choix de Wajdi Mouawad. Et j'aimerais simplement vous lire, en guise peut-être de conclusion, ce qu'a dit Wajdi Mouawad à l'époque pour défendre son ami. Il a dit « Si vous décidez que le symbole, celui de la violence faite aux femmes, est plus important que la justice, alors il ne faut pas qu'il monte sur scène. Mais c'est important de réfléchir et de comprendre que s'il ne monte pas sur scène, vous sacrifiez un peu une idée que vous avez de la justice, puisque vous lui infligez une deuxième peine. » Voilà, vous voyez que ça déchaîne des passions, l'affaire Cantat. Et donc, nous allons enchaîner avec le Zap Culture avant d'aborder le troisième sujet. Vous savez que nous faisons chaque semaine, puisque vous aimez l'émission et vous la suivez, d'ailleurs vous la commentez, et Laura vous en fait part chaque semaine dorénavant. Nous allons passer au Zap Culture. Je suis une poupée de cire, une poupée de sang. France Gall, c'était l'une des voix les plus singulières et les plus populaires de la chanson française. Elle devient une icône de l'époque yéyé en France, mais aussi partout dans la francophonie. France Gall a 27 ans lorsqu'elle rencontre Michel Berger, son grand amour et son alter ego musical. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Pas un star ou bien une célébrité, on a perdu une personne qui avait un cœur extraordinaire. Résiste, prouve que tu existes. France Gall avait ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas. Tout le monde en noir en guise de solidarité pour les victimes. Une nouvelle ère est en train d'émerger. Résultat, pour la première fois, Carmen ne meurt pas. Elle se défend et tue Don José. Certains parlent de sacrilège. Peut-on réécrire la littérature du XVIIe siècle où Peau d'âne manque d'épouser son père,
ou celle du 19e, de Maupassant à Zola, à Stendhal ou Balzac, où les femmes connaissent des destins parfois funestes. Mieux connaître un géant de la littérature, Louis-Ferdinand Céline, justifie-t-il que la plus prestigieuse maison d'édition, Gallimard, réédite les pages parmi les plus haineuses jamais écrites contre les Juifs? Tous ces tableaux ont un point commun. En 1794, l'armée révolutionnaire française les a volés. Les Béninois découvrent ce morceau de leur histoire. C'est une richesse dingue. C'est ma culture qui est partie sous plusieurs formes, mais revenue. Mais c'est une joie. Voilà, Yves nous a quittés. Nous saluons Pascal Bourgault. Bonjour Pascal. Bonjour. Bienvenue. Cirque Africa 3 est la nouvelle production du cirque Phoenix qui est allé chercher encore une fois ses numéros au bout du monde. Et c'est l'Afrique qui est le berceau de ce nouveau spectacle. Nous en parlons juste après ce sujet de TV5 Monde. Tout est intimement lié. Pourquoi fuir ses origines? Elles finissent par vous rattraper. C'est ce que Younes Es Safi exprime dans Kif Kif, une création née à l'école du cirque de Salé. Au Maroc, c'est encore un petit peu à l'ancienne. Du coup, les gens ils choisissent la culture européenne. Maintenant, il faut juste développer la culture, quoi. On peut développer juste ce qu'on a et ça va devenir beau. Lui, le jeune Marocain, danseur de breakdance, devenu dompteur de sangles, exprime le tumulte des sentiments. Voilà, vous avez tous, enfin, pas ceux qui nous regardaient, mais ici, donc, nos amis chroniqueurs, vu ce spectacle. Vous en avez pensé quoi, Catherine? Ah, j'ai passé un très très beau moment. Le cirque en Afrique est de plus en plus un tremplin social pour certains artistes. Par rapport à la mise en scène, j'ai quelques bémols. J'aime ça quand on me raconte une histoire, lorsqu'on déroule un fil conducteur, comme peuvent le faire les gens du Cirque Éloise, par exemple, ou du Cirque du Soleil. Là, ça manque peut-être un peu d'unité. C'est peut-être le bémol que j'apporterais. Estelle. Il y a une très belle tradition du cinéma québécois, du cirque québécois, comme du cirque français. On a de très grandes écoles. Oui. Alors c'est vrai que là, les numéros sont peut-être pas aussi justes, enfin aussi techniques que les Français, les Québécois ou les Chinois aussi, qui sont assez virtuoses. Mais quelle est la différence par rapport justement au cirque? Mais c'est très jeune, en fait. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de cirque en Afrique subsaharienne. C'est vraiment c'est très, très récent. Et là, on parle des échassiers. Là, c'est particulier parce que c'est très dur à dire. Les échassiers, c'est vraiment... Là, on est aidez-moi, les traditions. Les traditions, c'est-à-dire, on est vraiment dans les traditions. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient un rôle presque sacré, même un rôle, ils devaient anticiper. En fait, ça leur permettait de voir s'il y avait des combattants. Moi qui ne l'ai pas vu, on n'est pas dans le cirque traditionnel. Vous avez les animaux, les clowns... Alors, pas d'animaux. Non, pas d'animaux. Justement, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est ce que le Cirque Africa propose de nouveau, c'est quand il nous propose des numéros, comme vous l'avez très bien expliqué, des numéros nouveaux, c'est-à-dire les échassiers, inspirés d'une tradition. En fait, les guetteurs dans les villages du Togo étaient montés sur des échasses pour voir l'ennemi, voilà, l'ennemi de loin. C'est super bien le guetteur africain. Ces trois Togolais ont quitté leur village, ils ont revisité cette tradition. Ils ne portent pas de masque parce que c'est trop compliqué, ils se maquillent, mais selon une tradition ancestrale aussi. Et il crée un nouveau numéro. Là où d'autres numéros qui sont proposés dans le spectacle sont plutôt des numéros européens revisités à la sauce africaine. Ben, par exemple, les meilleurs, c'est les Éthiopiens. Alors, c'est pas un hasard, c'est qu'en Éthiopie, il y a une école de cirque. Et il y a 3 contorsionnistes, notamment 3 petites jeunes filles splendides, magnifiques, qui proposent des figures avec leur corps, mais qui rappellent quand même des numéros qu'on connaît dans le cirque européen, sauf que c'est à la sauce africaine, c'est-à-dire qu'il y a la musique africaine, il y a voilà, le costume, pas très africain, mais voilà, c'est revisité à la sauce africaine, mais ce sont des numéros qu'on connaît, tandis que les échassiers, et alors il y a un autre numéro dont on n'a pas parlé, qui est un Ghanéen, qui propose, c'est un jongleur, en fait, qui jongle avec des grosses bassines, un peu ces grosses bassines où on fait la lessive, où on nettoie les légumes, et qui est là aussi très original et qui est une proposition novatrice. Vous l'avez vu? Absolument, oui, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Non, c'est un beau divertissement. Africa 3. C'est un joli divertissement, c'est un beau divertissement. C'est vrai que d'un point de vue purement technique, il y a des choses qui pourraient être améliorées, mais là,
On pinaille. On pinaille un peu, exactement. On chipote un peu, je cherchais l'autre mot. C'est vrai qu'il y a, voilà, il y a une belle énergie, il y a une belle atmosphère tout au long du spectacle. Il y a aussi, on en a rapidement parlé, il y a un orchestre qui joue en live et qui n'a rien à voir, lui, avec les musiques qu'on peut entendre habituellement dans les cirques. Donc ça participe aussi à créer cette ambiance. Là où on a affaire à un spectacle de cirque traditionnel, c'est dans cette succession de numéros dont on a l'habitude. Le mâchinois, la planche coréenne. Voilà, tout ça, qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres, comme l'expliquait Catherine, et aujourd'hui avec les nouveaux cirques, on a l'habitude de raconter des histoires avec un début, une fin, avec une scénographie, avec un scénario qui nous tire, que l'on suit. Là, c'est pas tout à fait le cas. La question que je me suis posée, en plus de tout ce qui a été dit, parce qu'effectivement, les échassiers, par exemple, ou le rolla-rolla, ou les jongleurs de Diabolo et autres qui étaient formidables, les contorsionnistes aussi l'étaient très joliment. La question que je me posais, finalement, c'était, quand je prenais des notes, je me disais, voilà, alors il y avait cette couleur, il y avait cette ambiance particulière, un peu africaine. Alors, est-ce que finalement, on était dans le cliché, c'est-à-dire que j'ai été voir ce à quoi je m'attendais dans mon inconscient de ce que l'Afrique devrait être, c'est-à-dire avec de la musique, avec des gens qui sourient, avec de la belle énergie, même si effectivement, c'est pas toujours techniquement... Vous voulez quoi, qu'il fasse la gueule Non, c'est pas ça. Qu'il soit déguisé en lapon Non, mais par exemple, on parlait du cirque chinois, par exemple, quand vous voyez les artistes asiatiques, je veux dire, il y a un sérieux comme ça qui est presque médical dans la façon dont les numéros sont joués, qui renvoie à une atmosphère qui est complètement différente, en l'occurrence. Alors, c'était juste la question que je me posais, c'était finalement, est-ce que... Ces Africains ne sont pas trop africains. C'est toujours la remarque qu'on faisait à Louis Armstrong quand il a commencé à jouer le rôle que les Blancs lui assignaient, c'est-à-dire du bon black qui souriait au fond de la pièce et puis qui était bien sympa dans les comédies musicales. C'est juste... Voilà, j'insiste là-dessus. C'est la question que je me suis posée. Je n'ai pas répondu à cette question. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Il ne faut pas bouder son plaisir. La réponse a été donnée par Miles Davis. Il disait, mais au fond, toute votre musique vient du blues. Il disait, non, mon père était dentiste. C'est ça. Alors, on termine avec vous. Sur les réseaux sociaux, mais pas uniquement, parce que quand on voit le cirque Phénix, on a envie que justement, ça soit les cirques africains partagés sur les réseaux sociaux et que ceux qui n'aient pas la possibilité de venir assister au spectacle puissent retrouver sur le web une part de ce spectacle. Et hélas, il n'y a pas grand-chose. Moi, je veux bien leur donner des cours d'Instagram parce qu'ils ont posté très peu de photos, ils sont suivis par 700 personnes. Alors, c'est vrai qu'en matière de cirque sur le web, j'étais très déçue. Ça m'a donné envie de voir s'il n'y avait pas un répertoire des cirques du monde. On se dit, voilà, quand on voit qu'il y a Cirque Africa, il y a Cirque Cuba que le cirque Phénix avait aussi produit, on a envie de voir tout ce qui existe en matière de cirque dans le monde. Ça n'existe pas, en tout cas en web francophone, non. Et le Cirque du Soleil est le seul cirque qui a vraiment une communauté qui le suit sur le web. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de vidéos partagées, de numéros, de coulisses. Mais moi, je veux bien y aller pour leur faire des cours. C'est vrai, il n'y a pas les coulisses. On a envie de voir des moments un peu volés. On a les reportages qui sont diffusés sur le web, mais pas assez. Et moi, je voulais juste dire un mot de... Un mot et on en termine. Mais car arrive le moment des coups de cœur. Bien sûr, mais il y a le cirque. Vous savez que le cirque guinéen est très important parce qu'il y a eu le cirque mythique du Baobab. Et là, juste pour dire à nos téléspectateurs, ils peuvent aussi voir le cirque mandingue de Guinée parce qu'ils tournent beaucoup. Là, ils ont présenté à Paris leur dernière création, Afro Circus. Il y a aussi le Teria Circus. Là aussi, ils viennent de Guinée. C'est un ancien de Baobab. Ils ont fait Boulevard Conakry. Ils étaient notamment au musée du Quai Branly. Donc vraiment, et juste un petit bémol aussi, ce qui est dommage, ce qui est compliqué, c'est que les Africains ne vont pas il n'y a pas une culture du cirque. Donc ces cirques guinéens, par exemple, ils ont beaucoup de mal à exister et à tourner en Afrique parce que c'est pas... En fait, il n'y a pas une culture comme il peut y avoir en Europe. Et ils aimeraient vraiment plus exister et aussi pour être financés. C'est pour ça que c'est important d'exister sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'école de cirque aussi, c'est ça le problème. Il y en a une en Éthiopie, une en Afrique du Sud, une en Tanzanie. En Guinée, le cirque mandingue, il s'entraîne sur la plage. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que la qualité des numéros et l'inventivité des numéros n'est pas encore au rendez-vous à chaque fois parce qu'ils n'ont pas de formation. Ils n'ont pas de formation technique et ils n'ont pas de formation dans la créativité, sauf ce dont on avait parlé. Alors, auriez-vous un coup de cœur ? Bien sûr, mon cher Guillaume, j'ai toujours des coups de cœur. L'accent belge qui revient. Bien sûr. Alors, mon coup de cœur s'appelle C'est drôle, et d'ailleurs, c'est belge, c'est publié aux éditions des Arènes, et c'est Pierre Kroll, qui est notre plantu national, mais qui est très peu connu en France et qui mérite d'être découvert, donc je vous invite à découvrir ce livre.
Estelle. J'ai triché, excusez-moi Catherine, j'ai craqué pour Émile Bilodeau, jeune Québécois. Mon chouchou. Oui, c'est le chouchou de Radio-Canada, révélation musicale de Radio-Canada. Donc il a piqué son coup de cœur avant que ce soit le sien, bravo. Voilà, mais il est tellement... Bonne ambiance, elle vient d'arriver. Comme il m'a dit, ma belle Estelle, mon beau Guillaume, ce garçon est tellement attachant, tellement incroyable. Vraiment, voilà, le titre, c'est Rite de passage. Il est tout jeune. On veut pas savoir ce qui s'est passé. Ah non, mais il est formidable. Il nous a fait un live, enfin non, je peux pas dire ça. Il a joué à TV5 Monde et il sera en concert le 17 janvier à Nantes. Vraiment, ne le ratez pas. Il est incroyable, ce jeune homme, avec sa petite guitare. Émile Bilodeau. Émile Bilodeau, et il est souverainiste à fond. Vive le Québec libre. Émile, on est avec toi. Oui. Catherine. Alors, je vous invite à vous habiller très chaudement, à mettre votre tuque, vos mitaines. Mais surtout qu'il fait 40, moins 40 chez vous, là. Il y a... Moins 25. Peut-être avec le facteur vent, moins 40, effectivement. Alors, si ça continue comme ça, on va avoir très froid à l'Igloo Fest, qui se targue d'être le festival de musique le plus froid au monde. Un festival de musique électronique qui se tient en plein cœur de Montréal, dans le vieux port de Montréal. C'est absolument extraordinaire. Des invités de marque cette année. Et alors, qui jouent en se gelant. Qui joue en se gelant. Et alors, ce qui est drôle, c'est assez ludique, il faut mettre des combinaisons de ski un peu kitsch des années 80, fluo. Il faut vraiment sortir l'attirail. Et là, on saute, on bouge, et finalement, on finit par avoir très chaud. On appelle poétiquement le moule bite. C'est vous qui l'avez dit. Et on fait du patin à glace. Et on fait du patin à glace sur le port, l'ancien port, en écoutant de la musique. C'est absolument génial. Il y a des personnes qui sont engagées pour faire de l'animation déguisées en Yeti. Alors, on s'amuse beaucoup. Ça commence le 18 janvier avec, entre autres, Kate Ranada, Bonobo et Petit Biscuit. Laura. Alors, moi, c'est un site web... Vous devriez chanter le blues, vous avez une voix cassée. Elle est bien cassée, là. Non, mais c'est bien. Un site web un peu controversé, qui s'appelle Coober. Coober, ça résume, en fait, quand on n'a pas l'occasion de regarder 300 millions de critiques, ou pour tous les livres qu'on n'a pas chroniqués dans cette émission, et on veut quand même briller dans les dîners en ville, eh bien, c'est possible grâce à Coober qui vous revisite un peu le profil de l'œuvre. Et donc, par catégorie, vous choisissez les livres qui vous intéressent, et vous avez 4 pages, ça condense, ça vous donne l'impression d'avoir lu le livre dans les dîners, même si vous ne l'avez pas lu. Michel. On va utiliser ça pour préparer ces émissions, ça a l'air top. Alors, un film suisse qui vient d'obtenir, c'est suffisamment rare pour être mentionné, 3 prix au Festival indépendant du film de Tribeca, prix du meilleure actrice, prix du public, prix Nora Ephron de la meilleure histoire racontée, c'est L'Ordre divin ou Les Conquérantes en France. C'est ainsi qu'il est sorti. Il est au cinéma en France en ce moment, qui raconte la lutte de certaines femmes suisses pour l'obtention du droit de vote à la fin des années 60, début des années 70. C'est vrai qu'on était formidablement en avance en Suisse pour accorder le droit de femme aux femmes. 1971, c'est vous dire. Le film est de Petra Volpe. C'est un très bon film. Et comme je le disais, ça n'arrive pas tous les jours en Suisse, donc profitez d'aller le voir. En plus, c'est un pan de l'histoire et de la société suisse. Voilà, je terminerai par l'un des meilleurs livres de la rentrée, Yannick Inel, Tiens, ferme ta couronne, roman Primédicis, l'infini chez Gallimard. C'est une histoire absolument stupéfiante. C'est un jeune homme. Tiens, ferme ta couronne, ça sort d'une lettre de Proust. Ça veut dire, tiens, ferme ta couronne. Au fond, si tu veux faire une grande carrière littéraire, oublie ce qui se passe et donc poursuis ton destin. C'est donc un type assez raté qui passe sa journée à regarder dans sa chambre Apocalypse Now en vivant à côté d'un légionnaire qui lui confie son dalmatien. Et un jour, il va voir un producteur, car il a écrit un scénario sur un de ses auteurs qu'il révère. Il s'agit de Melville. Il écrit un scénario qui s'appelle The Great Melville. Et le producteur, qui s'appelle Pointel, lui dit « Tu devrais le présenter à Cimino ». Cimino étant à l'époque encore vivant. Et donc, il a une idée, il donne rendez-vous à Cimino, donc que personne ne connaît, enfin lui, il lui donne rendez-vous à la Frick Collection, donc à New York, pour voir un tableau de Rembrandt. Donc il se retrouve devant le tableau de Rembrandt. Évidemment, Cimino n'est pas là, il est très déçu avec son scénario. Il sort dehors, il s'assoit sur les marches, il fait très beau, c'est New York de la belle époque. Et tout d'un coup, il voit à côté de lui une vieille dame avec une casquette où il y a écrit « fuck ». Et en fait, c'est Michael Cimino qui est effectivement, on le sait, qui a beaucoup été opéré juste avant de disparaître. Et avec lui, ils vont à Ellis Island. C'est un roman fantastique parce que, enfin, de mon point de vue, c'est le contraire de ce dont on parlait tout à l'heure. C'est pas une histoire qui est racontée, c'est une histoire éclatée d'un type qui aime passionnément la littérature et qui, évidemment, aime aussi l'amour. Vous verrez qu'il y a une scène de sexe au musée de la chasse qui est quand même assez réussie. Voilà. La chasse. Oui, car Michael Cimino, Deer Hunter, vous vous souvenez, par exemple, de Robert De Niro, qui pointe cet animal qui n'abattra pas à la fin. Vous n'avez jamais vu le Deer Hunter? Si, magnifique Bien film. sûr. Magnifique. Voilà, salut, on se retrouve la semaine prochaine. J'en ai plein mon chasse,
de sa mère, des nids de poules et de tous nos rêves qui s'écroulent. J'en ai plein mon casse de la guerre, puis de toutes les autres affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans le face. J'en ai plein mon casse.